Le sceau de Rlier. Mon grand-père paternel, que je n'ai jamais vu autre part que dans une pièce sombre, avait l'habitude de répéter à mes parents, en parlant de moi, tenez-le éloigné de la mer, comme si j'avais eu quelque raison de me méfier de l'eau, alors que, en fait, elle m'avait toujours attiré. Il est bien connu que les individus nés sous un des signes de l'eau, j'appartiens aux poissons, possèdent, pour l'élément liquide, une affinité naturelle. On prétend également, dans un domaine tout à fait différent, qu'ils sont de bons médiums. En tout cas, tel était le jugement de mon grand-père, un homme étrange, que je ne saurais décrire, même pour sauver mon âme. Ce qui, à la lumière du jour, est déjà une chose surprenante. Son conseil avait été souvent répété à mes parents avant que mon père ne se tuât dans un accident de la route, et par la suite, il ne le fut pas en vain, car ma mère m'emmena à habiter dans les collines, loin de la vue, du bruit et de la senteur de la mer. Mais ce qui doit arriver finit toujours par arriver. Je poursuivais mes études dans une ville du centre quand ma mère mourut. La semaine suivante, mon oncle Sylvan décéda à son tour, me laissant tout ce qu'il possédait. Je ne l'avais jamais rencontré. Il était l'excentrique de la famille, le phénomène, le mouton à 5 pattes. Les membres de la communauté familiale ne lui attribuaient que des noms fâcheux et péjoratifs, sauf mon grand-père, qui ne parlait jamais de lui sans un soupir de regret. Après sa mort, je me retrouvais, le dernier descendant, en ligne directe, de la branche familiale à laquelle appartenait mon grand-père. Il existe bien un grand-oncle qui vivait quelque part dans le monde, en Asie, si j'avais bien compris, sans savoir exactement quel métier il exerçait, sinon que ce métier était en rapport avec la mer, armateur peut-être. Mais ce grand-oncle n'avait jamais reparu au pays. Aussi était-ce naturel que je fusse l'héritier des maisons de l'oncle Sylvan. Il en laissait 2, et toutes 2, par un caprice du hasard, étaient situées au bord de la mer, l'une dans une ville du Massachusetts, nommée Innsmouth, l'autre isolée sur la côte à proximité de cette ville. Même après le paiement d'importants droits de succession, il me resta assez d'argent pour me libérer de l'obligation de poursuivre mes études et me permettre de faire ce dont j'avais envie. Et je n'avais envie que d'une chose, faire ce qui m'avait été interdit pendant 22 ans, me rendre au bord de la mer et probablement y acheter un bateau de pêche ou un yacht, ou ce qui me plairait. Mais les choses ne se déroulèrent pas de cette manière. Après avoir réglé la succession avec l'avoué à Boston, je gagnai Innsmouth, qui me parut une ville étrange, à l'abord peu amicale. Les gens que j'y rencontrais, lorsqu'ils apprenaient qui j'étais, souriaient, mais souriaient d'un petit sourire entendu, comme s'ils avaient su, au sujet de mon oncle Sylvan, des choses qu'ils ne tenaient pas à me dire. Sa demeure d'Innsmouth était la plus petite des 2 propriétés de mon oncle. De toute évidence, elle avait été peu habitée à une époque récente. La maison était une sombre vieille bâtisse. Je découvris, avec surprise, qu'elle était notre véritable demeure familiale, ayant été construite par mon arrière-grand-père, après son retour de Chine, où il avait commercé une partie de sa vie, et ensuite habité longtemps par mon grand-père. Le nom des Phillips jouissait encore dans la ville d'un certain respect, mêlé de crainte. C'était dans son autre maison que mon oncle Sylvan avait passé le plus clair de son temps. Il était âgé de seulement 50 ans quand il mourut. Mais il avait vécu à la manière de mon grand-père, ne fréquentant pratiquement personne et sortant le moins possible de sa sombre demeure qui dominait sur une falaise rocheuse la côte proche d'Innsmouth. Cette maison n'était pas belle, aux yeux tout au moins d'un amoureux de la beauté, mais elle possédait indéniablement un charme particulier auquel je fus immédiatement sensible. C'était une habitation véritablement marine, car le sourd grondement des vagues de l'Atlantique ne cessait de battre ses murs. En outre, un rideau d'arbres la séparait de l'intérieur des terres, alors que sa façade s'ouvrait en grand vers la mer, ses larges fenêtres donnant sur l'est. La maison n'était pas vieille,
comme l'autre, une trentaine d'années, m'avait-on dit. Mais elle avait été construite par mon oncle lui-même, sur l'emplacement d'une autre bâtisse beaucoup plus ancienne, qui avait également appartenu à mon arrière-grand-père. Elle comptait de nombreuses pièces, mais seul le vaste cabinet de travail situé en son centre était remarquable. Bien que le reste de la maison ne comportât qu'un seul rez-de-chaussée, rayonnant autour de cette pièce centrale, le cabinet de travail possédait un plafond plus élevé que celui des autres pièces, avec des murs couverts de livres et de curiosités de toute nature, en particulier des sculptures étranges et suggestives, alternant avec des peintures et des masques primitifs en provenance de toutes les régions du globe, et surtout de Polynésie, des anciens royaumes aztèques, mayas et incas, ainsi que de la côte nord-ouest de l'Amérique, autrefois habitée par des tribus indiennes, collection à la fois fascinante et inquiétante, commencée par mon grand-père avant d'être poursuivie et augmentée par mon oncle Sylvan. Un vaste tapis, tissé à la main, et qui montrait une étrange figure octopode, occupait le centre du parquet. Tout le mobilier de la pièce était placé entre les murs et le tapis. Aucune table, aucune chaise, aucun fauteuil ne mordait sur le tapis lui-même. Il y avait, par-dessus tout le reste, une sorte de symbolisation qui se retrouvait un peu partout dans la maison. Ici et là, tissée sur les tapis, en commençant par celui du cabinet de travail, sur les tentures ou sur les nappes, on découvrait un motif qui paraissait être un sceau étrange. Un dessin circulaire qui rappelait étonnamment le symbole astrologique d'Aquarius, le Verseau, un dessin qui avait dû être conçu dans les temps les plus reculés, quand le Verseau n'avait pas encore la forme définitive que nous lui connaissons de nos jours, montrant en arrière-plan la vague esquisse d'une cité engloutie contre laquelle, au centre même du cercle, se dressait une créature indescriptible, à la fois octopode et semi-humaine, et qui faisait penser à un poisson, en même temps qu'à un saurien. Bien que dessinée en miniature, cette créature était clairement prévue pour représenter un colosse dans l'imagination de ceux qui la regardaient. Enfin, en caractères si fins qu'ils en étaient presque indéchiffrables, des mots, sans signification, en une langue que je ne connaissais pas, entouraient le cercle. Bien que je ne fusse pas capable d'en comprendre le sens, ces mots semblèrent faire résonner au plus profond de mon être une corde commune. Gli, Glaunarf, Stulu, Ollier, Nogl, Tag. Que cet étrange dessin ait exercé sur moi, depuis la première seconde où je le vis, la plus forte attraction possible, n'est pas très surprenant. Et pourtant, je ne compris sa signification que bien plus. Je ne me rendis pas compte, non plus, de mon invraisemblable attirance pour la mer. Bien que n'étant encore jamais venu dans cette région, j'avais l'impression de rentrer chez moi, après une longue absence. De toute manière, mes parents ne m'avaient jamais conduit sur la côte Est. Je n'avais même jamais dépassé l'Est de l'Ohio. Les seules étendues d'eau qu'il m'avait été donné d'apercevoir étaient le lac Michigan et le lac Huron. J'attribuais cette attirance indéniable à un caprice de l'hérédité. Mes ancêtres avaient vécu au bord de la mer, et parfois même sur la mer. Depuis combien de générations? J'en connaissais au moins 2, mais j'étais loin du compte. Ils étaient en effet marins depuis des siècles, quand un événement s'était produit et avait incité mon grand-père à se réfugier à l'intérieur du continent. Il avait redouté la mer et avait inculqué sa répulsion à tous ses descendants. Je mentionne ce détail pour la compréhension des faits qui vont suivre et que je tiens à relater avant de rejoindre mon peuple. La maison et la mer m'attiraient. Elles représentaient pour moi un véritable foyer.
et donnait à ce mot plus de sens que n'en avait possédé l'abri que j'avais partagé familièrement avec mes parents quelques années plus tôt. C'était tout de même étrange. Et pourtant, plus étrange encore, je ne m'en étonnais pas. Je trouvais même cette situation tout à fait naturelle et ne me posais aucune question à ce sujet. Quel genre d'homme était mon oncle Sylvan? Il m'était impossible de le savoir. Je trouvais tout de même une vieille photo de lui, prise par un photographe amateur. Elle représentait un jeune homme au visage étonnamment sévère, certainement âgé de moins de 20 ans, à en juger par son aspect, et dont le physique, non dénué d'attrait, présentait quelque chose de gênant pour ses interlocuteurs, car il avait un visage qui suggérait autre chose que son simple caractère humain, avec un nez plat, une bouche très large et des yeux plutôt globuleux. Il n'y avait pas de photo plus récente de lui, mais je trouvais quelqu'un qui se souvenait de mon oncle quand il se rendait encore à Innsmouth pour faire ses provisions, comme je l'appris en m'arrêtant à la boutique d'Asa Clark pour acheter de quoi vivre pendant une semaine. « Vous êtes un Phillips ?» me demanda le vieux commerçant. Je répondis par l'affirmative. « Vous êtes le fils de Sylvan ?» Mon oncle ne s'est jamais marié. « Ça, c'est lui qu'il prétendait, » dit-il en souriant. « Alors, vous êtes le fils de Jared. Comment va-t-il? » « Il est mort. » Le vieil homme secoua la tête. « Mort, lui aussi. C'était le dernier de cette génération. Et vous? Je suis le dernier de la mienne. Autrefois, les Philippe étaient riches et puissants. Vieille famille. Vous êtes au courant. » Je lui affirmais le contraire. J'arrivais de l'Ouest, et je ne savais pour ainsi dire rien de mes ancêtres. « C'est vrai? » Il m'observa d'un air incrédule. « Eh bien, les Phillips formaient une famille aussi ancienne que celle des Marsh. Les ancêtres des uns et des autres étaient associés autrefois. Ils faisaient du commerce avec la Chine. Ils transportaient des marchandises par bateau d'ici et de Boston vers l'Orient. Japon, Chine, île de la Sonde. Ils rapportaient ce qu'ils avaient pu troquer. » Il s'arrêta un instant et pâlit légèrement. « Ils rapportaient des tas de choses. Oui, des tas de choses. » Il me jeta un regard inquisiteur. « Vous avez l'intention de vous installer dans les environs? » Je lui répondis que j'avais hérité et que j'habitais chez mon oncle, sur la côte. J'étais à la recherche de domestiques pour entretenir la propriété. « Vous n'en trouverez pas, » dit-il en secouant la tête. « La villa est située bien trop loin, le long de la côte et dans un endroit trop isolé. S'il y avait encore des Phillips... » Il fit un grand geste de la main en signe de fatalité. « Mais ils sont presque tous morts en 1928, lors de ces terribles explosions. Vous pourrez peut-être trouver un des Marsh qui accepterait de travailler pour vous. Il y en a encore par ici. Et ils ne sont pas tous morts cette nuit-là. » Je ne prêtais pas attention à cette curieuse référence. Mon souci majeur était d'engager quelqu'un pour entretenir ma maison. « Marsh, » répétai-je. « Vous pouvez m'en nommer un et me donner son adresse? »« Je crois, oui, » dit-il en esquissant un sourire. C'est ainsi que je fis la connaissance d'Ada Marsh. Elle avait 25 ans. Mais certains jours, elle paraissait beaucoup plus jeune, et certains autres jours, beaucoup plus vieille. Je m'étais aussitôt rendu chez elle, et je lui avais demandé de venir travailler la journée pour moi. Elle possédait une voiture, un très vieux modèle, et pouvait donc se rendre chez moi et en revenir. D'autre part, la perspective de travailler dans ce que l'appela curieusement la cachette de Sylvan sembla lui plaire. Elle parut en effet impatiente de commencer, et me promit de venir dans la journée si je le désirais. Elle n'était pas très jolie, mais comme mon oncle, elle possédait à mes yeux un charme étrange, même si elle ne plaisait pas aux autres hommes. Il se dégageait une espèce de chaleur de sa grande bouche aux lèvres charnues, et ses yeux, qui étaient indéniablement froids, s'adoucissaient en m'observant. Elle vint le lendemain matin. Je compris qu'elle était déjà entrée dans cette maison,
car il s'y promena comme si elle la connaissait. « Vous êtes déjà venu, lui lançai-je. Les Marsh et les Phillips sont de vieux amis. Elle me regarda comme si j'avais dû le savoir. Et en effet, j'eus à cet instant l'intime conviction d'avoir toujours su ce qu'elle venait d'affirmer. De très vieux amis, monsieur Phillips. Leur amitié est aussi ancienne que la terre elle-même. Aussi ancienne que celle de l'eau et du verso. Je la trouvais bizarre. Elle avait été plus d'une fois invitée par mon oncle, j'en étais certain. Et sans la moindre hésitation, elle était venue travailler pour moi, un curieux sourire aux lèvres. Aussi ancienne que celle de l'eau et du verso. Son allusion me fit songer au dessin qui s'étendait à nos pieds, et ce fut la première fois, je le sais aujourd'hui en y repensant, que j'éprouvai une certaine impression de malaise. Cette impression fut aussitôt accentuée par les paroles de la jeune femme. Vous avez entendu, monsieur Phillips? Quoi donc? Vous ne me poseriez pas la question si vous aviez entendu. Elle n'avait pas accepté ma proposition pour se procurer du travail, je le compris rapidement. Elle voulait pouvoir aller et venir à sa guise dans la maison. Comme je m'en aperçus en rentrant de la plage plus tôt que prévu, et en la trouvant occupée, non à travailler, mais à fouiller systématiquement la grande pièce centrale. Je la regardai un long moment. Elle déplaçait chaque livre et le feuilletait. Elle écartait soigneusement chaque tableau du mur. Elle soulevait avec précaution chaque sculpture de son socle. Elle déplaçait tout objet qui pouvait constituer une cachette. Au bout d'un moment, je ressortis sans bruit et entrai à nouveau, en claquant cette fois la porte. Quand je pénétrai dans la grande pièce, je la trouvai époussetant les meubles avec la plus grande minutie, comme si elle s'était livrée à cette occupation durant mon absence. J'eus tout d'abord envie de la questionner, mais je pensais qu'elle me cacherait la vérité. Au contraire, si elle cherchait quelque chose, je pourrais peut-être essayer de le trouver avant elle. Je ne hasardai donc aucune remarque, et le soir même après son départ, je repris la fouille à l'endroit où elle l'avait interrompue. J'ignorais quel objet je cherchais, mais j'évaluais sa taille en fonction des endroits inspectés par Ada. Ce devait être quelque chose de solide, petit, à peine plus grand qu'un livre. Cela pouvait-il être un livre? Je me posais la question durant toute la nuit. Car bien entendu, je ne trouvais rien. Pourtant, je cherchais jusqu'à minuit avant d'abandonner, complètement exténué, satisfait toutefois d'avoir fouillé plus de cachettes éventuelles qu'Ada ne pourrait le faire le lendemain, même si elle disposait pour ce travail de toute la journée. Je m'assis dans un des fauteuils en surnombre, rangés près des murs de cette pièce, et fus victime de ma première hallucination. J'emploie ce terme, car je n'en vois pas de plus approprié. J'étais loin de dormir, quand j'entendis un son qui s'apparentait au souffle d'un gros animal. Je sursautai, et j'éprouvai l'impression de sentir la maison, le rocher sur lequel elle était bâtie, et les vagues qui venaient battre les flancs de la falaise, se mettre à l'unisson de ce souffle, comme si ces différents éléments ne constituaient que des parties d'un même et énorme être vivant. Et je ressentis l'impression que j'avais souvent éprouvée en regardant les tableaux de certains artistes contemporains, tel Nichols, par exemple, qui représente la terre et ses reliefs, comme les contours d'un homme ou d'une femme en train de dormir. L'impression de me tenir sur le dos ou sur le ventre ou sur le front d'un être si grand que je ne pouvais en deviner la taille. Je ne saurais dire combien de temps dura cette illusion. La question d'Ada Marsh me revint en tête. « Avez-vous entendu ?» avait-elle dit. Avait-elle fait allusion à ce bruit? La maison et le rocher qui la soutenaient semblaient vivre. Ils étaient aussi agités que la mer, qui s'étendait à perte de vue vers l'est. Je restai un long moment à m'interroger sur cette hallucination. La maison avait-elle réellement tremblé au rythme d'une respiration? Je fus enclin à répondre par l'affirmative et l'attribuais sur le moment à un défaut de construction, en même temps que je mettais sur le compte de ces bruits et de ce mouvement la réticence des habitants de la région à venir travailler dans cette ville-là. Le troisième jour,
je surpris Ada au milieu de ses recherches. « Que cherchez-vous, Ada » demandai-je. Elle me regarda de ses grands yeux candides, puis comprit que je l'observais depuis le début. Votre oncle cherchait quelque chose. J'ai pensé qu'il avait peut-être trouvé. Ce quelque chose m'intéresse moi aussi. Vous aussi, sans doute, si vous saviez. Vous êtes comme nous. Vous êtes un des nôtres, comme tous les March et les Phillips. Qu'est-ce que c'est? Un carnet, un cahier, un journal intime, quelques feuilles. Votre oncle m'en a très peu parlé, mais je suis au courant. Il s'absentait très souvent et chaque fois pendant longtemps. Où était-il? Il avait peut-être atteint son but, car je ne l'ai jamais vu s'éloigner de la route. Je peux peut-être vous aider à le trouver. Elle secoua la tête. Vous en savez trop peu. Vous êtes pour ainsi dire un intrus. Vous me renseignerez? Non. On ne parle pas à quelqu'un qui est trop jeune pour comprendre. Non, monsieur Phillips, je ne vous dirai rien. Vous n'êtes pas encore prêt. Sa réponse m'irrita et me froissa. Mais je ne renvoyais pourtant pas la jeune femme. Son attitude était un défi que je décidai de relever. Je tombai 2 jours plus tard sur ce que cherchait Ada. Les papiers de mon oncle étaient cachés dans un endroit qu'elle avait pourtant fouillé, derrière une rangée de livres étranges, dans une cavité masquée par un panneau que je fis pivoter par le plus grand des hasards. Je découvris une sorte de journal, composé de feuillets de toutes sortes, couvert de l'écriture caractéristique de mon oncle. Je pris le tout et courus m'enfermer à clé dans ma chambre, comme si j'avais craint un retour d'Ada March alors qu'il était plus de minuit. C'était un réflexe absurde de ma part, car non seulement elle ne me faisait pas peur, mais elle m'attirait, bien plus que je ne l'aurais supposé lors de notre première rencontre. La découverte de ces documents marqua sans aucun doute un tournant de mon existence. Disons que mes 22 premières années avaient été statiques et placées sur le plan d'une attente indéfinie. Disons aussi que mes premiers jours dans la villa de mon oncle Sylvan constituèrent une période de transition entre cette première phase et ce qui allait suivre. Le tournant de ma destinée fut certainement la découverte et bien sûr la lecture de ces feuillets jaunis. Et pourtant, que pouvais-je comprendre du premier paragraphe que je parcourus? Sous ban s'étendant jusqu'en Singapour, Orich Ponap. A suppose R dans Pacifique en Ponap. Et place R près Ince. Écrivain le suppose dans profondeur. Est-ce que R pourrait occuper le banc compte de Ince à Singapour? Le deuxième paragraphe était encore plus déroutant. C, qui attend en rêvant à R, et tout, en tout et partout. Il est à R, devant Ince et à Ponap. Il est au milieu des îles et dans les profondeurs. Quel est le lien avec les êtres des profondeurs? Où eut lieu la première rencontre avec Obad et Cyrus? À Ponap ou dans une autre île? Et comment? Sur terre ou dans l'eau? Mais les notes de mon oncle ne constituaient pas la totalité de ma trouvaille. D'autres papiers y étaient mêlés, dont certains encore plus troublants. Par exemple, une lettre d'un certain révérend Jabez Lovell Phillips, datée de plus d'1 siècle et adressée à une destinataire dont le nom n'était pas mentionné. Par un beau jour d'août 1797, le capitaine Obadiah Marsh et son second Cyrus Alcoot Phillips annonçaient le naufrage de leur navire, le Corrie, perdu avec son équipage au large des îles Marquises. Le capitaine et son second atteignirent Innsmouth à bord d'une chaloupe, sans paraître avoir souffert des intempéries ni de la fatigue, bien qu'ils eussent couvert une distance de plusieurs milliers de milles à bord d'une embarcation aussi rudimentaire et incapable de les transporter aussi loin. Aussitôt après, se produisit à Innsmouth une série d'événements
qui, en l'espace d'une seule génération, transformèrent cette ville en un lieu maudit. Car une étrange descendance vint aux March et aux Phillips, comme si un maléfice s'était abattu sur leur famille après l'apparition de 2 femmes. Comment étaient-elles venues? Qui devinrent les épouses du capitaine et de son second, et donnèrent le jour à une progéniture diabolique que personne ne parvint à mater et contre laquelle les appels au Seigneur se révélèrent impuissants. Qu'est-ce qui rôde dans les eaux d'Innsmouth quand la nuit recouvre la ville? Des sirènes, disent certains. Pouah, quelle stupidité! Des sirènes! Cela ne peut être que la progéniture maudite des March et des Phillips. Je ne poursuivis pas la lecture de cette lettre. J'étais curieusement troublé. Je repris le journal de mon oncle et en parcourus les dernières lignes. R est comme je me l'imaginais. La prochaine fois, je verrai C lui-même, là où il se trouve actuellement dans les profondeurs, attendant le jour de son retour au pouvoir. Mais il n'y avait jamais eu de prochaine fois pour l'oncle Sylvan, seulement la mort. Il y avait d'autres paragraphes intéressants, beaucoup d'autres, dans lesquels mon oncle traitait des sujets qui dépassaient mes connaissances en la matière. Il faisait allusion à Stulu, Erlié, à Astur et à Loigor, à Shub-Niggurath et Yog-Sothoth, au plateau de Leng, au Necromicon, aux Sussex Fragments, au passage des Marches, aux abominables hommes des neiges. Mais il évoquait principalement le grand Stulu, Erlié, qu'il transcrivait par C et R, ainsi que ses vaines recherches pour les retrouver, car mon oncle avait écrit de sa propre main qu'il tentait désespérément de découvrir les refuges et les créatures qui les habitaient. Je ne parvenais pas toujours à saisir le fil de ses pensées, car ses notes et son journal étaient écrits pour lui, tout seul, et il était seul à les comprendre. Quant à moi, je n'avais aucune référence sur laquelle me guider. Je trouvais aussi une carte tracée à la main par quelqu'un qui avait vécu avant mon oncle Sylvan, car elle était très vieille et craquelée. J'étais fasciné par ce bout de papier, et pourtant je ne pouvais pas me rendre compte de sa réelle valeur. C'était une carte du monde, mais un monde qui n'était pas celui que je connaissais et que j'avais étudié en classe. Un monde qui existait seulement dans l'imagination de celui qui avait tracé cette carte. Au cœur de l'Asie, par exemple, il avait écrit Piel Leng, et un peu au-dessus, là où aurait dû se trouver la Mongolie, Kadaf, dans les étendues glacées, ce qui était spécifié comme un continuum espace-temps. Dans l'océan, à l'endroit où aurait dû se situer la Polynésie, figurait la mention le passage des Marches, qui, je le supposais, était une ouverture dans le fond de l'océan. Le récif du diable devant Innsmouth était indiqué lui aussi, ainsi que Ponap, tous deux très reconnaissables. Mais la majorité des noms qui figuraient sur cette carte m'étaient totalement inconnus. Je cachai tout ce que j'avais découvert en un lieu qu'Adamarche ne penserait pas à fouiller, et malgré l'heure tardive, je retournai dans la pièce centrale. Sans réfléchir, poussé par une impulsion instructive, je feuilletai les ouvrages derrière lesquels j'avais trouvé ce que je cherchais. Je reconnus certains titres mentionnés par mon oncle. Les Sussex Fragments, les manuscrits narcotiques, le culte des Ghouls, du comte d'Erlett, le livre d'Eibon, le Unausprechlichen Kulten de von Jutz, et bien d'autres encore. Mais hélas, ils étaient pour la plupart rédigés en latin et en grec, langue que je lisais mal, contrairement au français et à l'allemand que je déchiffrais aisément. Je parvins cependant à en comprendre suffisamment pour me laisser envahir par une angoisse mêlée à une fébrilité inattendue, comme si j'avais deviné que mon oncle m'avait légué non seulement la maison et ses biens, mais aussi la clé d'une époque bien plus ancienne que l'homme lui-même. Je parcourus les ouvrages jusqu'au petit matin. Le soleil envahissait lentement la pièce et faisait pâlir les lampes que j'avais allumées. Je lus des récits
sur les grands anciens, qui furent les premiers occupants de l'univers, sur les dieux aînés, qui avaient combattu et vaincu les dieux du mal qui s'étaient rébellés, et parmi lesquels le grand Stulu, qui se cache au fond des océans, Astur, qui repose dans le lac d'Ali, dans les Iades, Yog-Sothoth, tous en un et un en tous, Ithaka, le maître du vent, Loigor, le rôdeur des étoiles, Stuga, qui s'est réfugié dans le feu, le grand Azathoth et bien d'autres encore, tous ceux qui furent vaincus et exilés dans des lieux secrets et qui attendent de pouvoir paraître à nouveau un jour prochain, jour où ils surgiront avec leurs serviteurs, et une fois encore, ils domineront la race humaine et affronteront les dieux aînés. Je déchiffrais des textes qui décrivaient les fidèles des dieux du mal, les êtres des profondeurs, cachés au fond des mers et de toutes les étendues aquatiques, les abominables hommes des neiges du Tibet et du plateau de Leng, les Shantaks qui volaient à Kadath dans les étendues désertiques, sous les ordres du maître du vent, le Wendigo, cousin d'Ithaka. J'appris leur rivalité, car ils étaient unis et pourtant divisés. Je lus ces récits, et d'autres encore. Je dévorai les articles révélant des événements extraordinaires et groupés par mon oncle pour accréditer sans doute la foi dans laquelle il vivait. Je retrouvai dans ces ouvrages ce curieux langage dont une phrase était tissée sur le tapis de la pièce centrale de la maison. Glui, Glaunaf, Stulur lié, Ganagl Kagn. Phrase dont je vis plusieurs fois la traduction dans différents textes. Dans son refuge, Arlié, le grand Stulu attend en rêvant. Le but de mon oncle était certainement de trouver Rlié, le refuge aquatique de Stulu. Dans la froide lumière du petit jour, je tentais d'arriver à une conclusion. Est-ce que mon oncle avait réellement cru à une telle abondance de mythes, ou ses recherches n'étaient-elles qu'un dérivatif à son oisiveté? La bibliothèque de mon oncle Sylvan contenait de nombreux volumes, échantillonnage de la littérature du monde entier. Toutefois, la plus grande partie de sa collection était consacrée aux sciences occultes, recueils traitant d'étranges croyances et de faits bizarres, scientifiquement inexplicables, ouvrages sur des cultes religieux à peu près inconnus. Ils étaient complétés par des albums, sur lesquels étaient collés des articles de journaux. J'en parcourus quelques-uns et éprouvai une inquiétude prémonitoire en même temps qu'une joie profonde. Dans des faits rapportés prosaïquement, je trouvais en effet des éléments qui augmentaient ma croyance en cette mythologie pour laquelle mon oncle s'était passionné. Cette mythologie n'était pas, après tout, très nouvelle. Toutes les croyances religieuses, toutes les légendes, quel que soit le degré de civilisation des peuples qui se les transmettent, ont un point de départ commun. Elles se basent toutes sur une lutte entre les forces du mal et les forces du bien. La mythologie de mon oncle présentait, elle aussi, cette caractéristique. Les grands anciens et les dieux aînés, qui pouvaient, d'après ce que je savais, être les mêmes, représentaient le principe du bien. Les anciens, le principe du mal. Comme dans de nombreuses croyances, les dieux aînés étaient rarement nommés. Les dieux du mal, eux, étaient souvent appelés par leur nom, car ils étaient adorés et servis par des fidèles sur la terre et sur d'autres planètes. Non seulement ils combattaient les dieux aînés, mais ils luttaient les uns contre les autres dans une bataille incessante pour le pouvoir suprême. Ils représentaient, en bref, les forces fondamentales. Et certains avaient leur élément ou leur domaine. Stulu, l'eau; Stuga, le feu; Ithaka, l'air; Astur, les espaces interplanétaires, alors que d'autres appartenaient aux grandes forces primaires. Shub-Niggurath, le messager des dieux, la fertilité; Yog-Sothoth, le continuum espace-temps; Azathoth, la source même de l'enfer. Cette mythologie me paraissait familière. Les dieux aînés auraient pu être la Trinité chrétienne,
tandis que les dieux du mal seraient devenus Satan, Belzébuth, Méphistophélès et Azraël. La coexistence de ces croyances me troublait, car je savais que, dans l'histoire de l'humanité, les mythes religieux se chevauchent souvent. Toutefois, tout portait à penser que cette adoration envers Cthulhu avait existé non seulement bien avant la mythologie chrétienne, mais aussi avant celle de l'ancienne Chine, et même avant l'apparition de l'homme, subsistant encore de nos jours, et sans avoir subi de modifications, dans les régions les plus reculées de la terre, chez le peuple Tcho-Tcho, au fin fond du Tibet, chez les abominables hommes des neiges sur les hauts plateaux d'Asie, et chez un étrange peuple de la mer, connu sous le nom d'êtres des profondeurs, qui étaient des hybrides amphibies, résultat d'un lointain croisement d'humains et de batraciens, et survivant avec des caractéristiques remarquables dans de récents symboles religieux. Chez Quetzalcoatl, et parmi d'autres divinités aztèques, mayas et incas, dans les idoles de l'île de Pâques, dans les masques de cérémonie des Polynésiens et des Indiens de la côte du Nord-Ouest, où des statuettes représentant des créatures octopodes et tentaculaires, qui sont la marque de Cthulhu, avaient été retrouvées. Ce qui portait à admettre que le mythe de Cthulhu remontait aux origines les plus lointaines. Même en replaçant toutes ces révélations dans le domaine de la théorie et de la spéculation, il me fallait tenir compte de l'impressionnante collection amassée par mon oncle. Les articles de journaux qui paraissaient anodins renforçaient chacun de mes doutes au fur et à mesure qu'ils m'assaillaient, car ils constituaient des preuves tangibles. Aucun reportage ne provenant de quelque journal à sensation ou à scandale, mais au contraire, de revues très sérieuses, qui s'appuyaient sur des faits concrets et vérifiés, comme la géographie nationale. Je me posais certaines questions qui restèrent sans réponse. Qu'était-il arrivé à Johansen et à son navire Emma, si ce n'est ce qu'il affirmait? Existait-il une autre explication possible? Et pourquoi le gouvernement avait-il envoyé des sous-marins faire exploser le récif du diable au large d'Innsmouth? Pourquoi avait-on arrêté un certain nombre d'habitants d'Innsmouth que personne n'avait plus jamais revus? Et enfin, pourquoi avait-on détruit les bâtiments en bordure de mer en tuant la plupart de leurs habitants? Pourquoi, si on refusait de croire aux étranges rites qu'observaient certains résidents d'Innsmouth, qui entretenaient des relations diaboliques avec des créatures marines aperçues la nuit près du récif du diable? Et qu'était-il arrivé à Wilmarth, dans les montagnes du Vermont, quand il avait été sur le point d'aboutir dans ses recherches sur le culte des grands anciens? Il y a certains écrivains qui étaient censés écrire des ouvrages de fiction, Lovecraft, Howard, Barlow, et aux soi-disant scientifiques comme Fort, quand ils s'étaient trop avancés dans leurs recherches, ils sont morts. Tous. Morts ou disparus, comme Wilmarth. Morts avant l'heure pour la plupart, alors qu'ils étaient encore relativement jeunes. Mon oncle possédait leurs récits, bien que seuls Lovecraft et Fort eussent été largement édités. Je les parcourus avidement, de plus en plus troublé, car la fiction de Lovecraft avait, me semblait-il, la même relation avec la vérité que les faits inexplicables par la science, rapportés par Charles Fort. Même si elles paraissaient imaginaires, les histoires de Lovecraft s'appuyaient sur des faits réels, souvent différents de ceux cités par Fort, des faits inhérents au mythe de l'homme. Elles étaient presque des mythes elles-mêmes, comme l'était le destin de leur auteur, dont la mort prématurée avait déjà donné naissance à de nombreuses légendes, parmi lesquelles le fait authentique devenait de plus en plus difficile à discerner. Mais il était temps pour moi de plonger plus avant dans les secrets de mon oncle en poursuivant la lecture de ses notes. Ce qui était clair, c'était qu'il avait suffisamment cru à cette théorie pour chercher R'lyeh, la cité ou le royaume englouti, que personne ne pouvait décrire, et dont on ignorait même si effectivement il couvrait la moitié de la terre, s'étendant de la côte du Massachusetts dans l'Atlantique aux îles polynésiennes dans le Pacifique. R'lyeh, où fut banni Cthulhu, mort et cependant vivant, et où il attend en rêvant,
comme l'avait écrit plusieurs fois mon oncle, guettant le jour où il pourra surgir à nouveau de son refuge pour affronter encore une fois les dieux aînés, pour imposer sa propre morale à la terre et à l'univers. Car n'est-ce pas vrai que si le mal triomphe, alors le mal deviendra la loi de la terre, et le bien devra être combattu, la majorité imposant ses normes, et tout ce qui serait contraire à ces normes constituant désormais pour l'humanité le nouveau mal à éviter. Mon oncle avait cherché à relier, et il avait décrit sa façon de procéder. Il s'était enfoncé dans les profondeurs de l'Atlantique en partant de la villa, puis s'était dirigé vers le récif du diable et au-delà. Mais il n'indiquait pas comment il y était parvenu. Avait-il utilisé un équipement de plongée? Une bathysphère? Je n'avais rien trouvé dans la maison qui pût donner une indication. Ces explorations devaient certainement être la raison de ses longues absences de chez lui. Et pourtant mon oncle ne parlait jamais d'embarcation, et nulle part je ne trouvais quoi que ce fût qui eût pu servir à cet usage. Si relier était le but des recherches de mon oncle, quel était donc celui d'Ada Marsh? Il me fallait absolument le découvrir. À cet effet, le jour suivant, je laissai volontairement traîner quelques notes de mon oncle sur une petite table. Je m'arrangeai pour observer Ada quand elle les découvrit, et sa réaction ne me laissa pas le moindre doute. La cachette que j'avais découverte était bien le but de ses fouilles. Elle connaissait l'existence de ces papiers, mais comment? Je décidai de l'interroger, mais je n'eus pas le temps de prononcer la moindre parole. Elle attaqua la première. Vous les avez trouvés? Comment connaissiez-vous leur existence? Je savais ce qu'ils faisaient. Ces recherches? Elle hocha la tête. Vous n'y croyez tout de même pas, protestai-je. Comment pouvez-vous être aussi stupide? Vos parents ne vous ont-ils donc rien appris? Votre grand-père non plus? Comment peuvent-ils vous avoir élevé dans l'ignorance? Elle s'approcha de moi en brandissant les feuilles que j'avais laissées traîner. Montrez-moi les autres. Je secouai négativement la tête. Je vous en prie. Elles ne vous seront d'aucune utilité. C'est ce que nous verrons. Dites-moi au moins s'il avait commencé ses recherches. Oui, mais je ne sais pas comment. Je n'ai trouvé ni tenue de plongée, ni bateau. Elle me lança un regard dans lequel la pitié se mêlait au mépris. Vous n'avez pas encore lu tout ce qu'il a écrit. Vous n'avez pas étudié les livres. Savez-vous sur quoi vous vous tenez? Sur un tapis? Non, non, ce dessin, ce motif. Vous le trouvez partout. Vous ne savez donc pas pourquoi? Parce que c'est le sceau de R'lyeh était fier de le reproduire un peu partout. Vous vous tenez sur ce que vous cherchez. Continuez à fouiller, et vous trouverez la bague. Ce jour-là, après le départ d'Ada Marsh, je me plongeai à nouveau dans les papiers de mon oncle. Je n'interrompis ma lecture que longtemps après. J'étais passé rapidement sur la majorité d'entre eux et m'étais attardé longuement sur quelques-uns en particulier. J'avais peine à croire ce que je découvrais. Pourtant, non seulement mon oncle gardait une foi absolue, mais encore, il avait décidé d'y consacrer son activité. Dès son plus jeune âge, il s'était voué à la recherche de ce mystérieux royaume. Il professait ouvertement son adoration envers Cthulhu. Et ce qui était profondément impressionnant, ces récits contenaient de nombreuses allusions à des rencontres avec des hommes ou des créatures qui n'étaient pas des hommes, je ne pouvais me prononcer, qui partageaient ces croyances et qui étaient esclaves de cette mythologie surgie des temps les plus reculés, rencontres qui auraient eu lieu dans les profondeurs des océans ou dans les rues d'Arkham, la ville hantée, cette vieille cité aux toits en croupe située non loin de la côte, sur la rivière Miskatourk, près d'Innsmouth, ou encore dans les environs de Dunwich, et à Innsmouth même. En dépit de mon incrédulité, j'éprouvais une impression de vérité qu'il m'était impossible de chasser. La raison en était peut-être les insinuations étranges qui parsemaient les notes de mon oncle, les derniers exposés qui ne prenaient un sens que par référence à ses propres connaissances, et qui n'étaient jamais clairs, car il possédait trop bien son sujet pour s'attarder à des précisions.
ainsi que l'allusion au mariage profane d'Obadiah Marsh et de 3 autres, parmi lesquels peut-être un Phillips, et aussi la découverte des photographies des femmes Marsh, celle de la veuve d'Obadiah, une femme au visage curieusement écrasé, à la peau très sombre, avec une grande bouche, aux lèvres très minces, et celle des jeunes Marsh, qui ressemblaient toutes étrangement à leur mère, et enfin les références aux sautillements particuliers, si caractéristiques chez les descendants des survivants du naufrage du Corée, comme l'écrivait l'oncle Sylvan. Ce qu'il sous-entendait était évident. Obadiah Marsh avait épousé à Ponap une femme qui, bien qu'elle habitât la région, n'était pas polynésienne, et appartenait à une race marine seulement à demi humaine. Et ses enfants, et les enfants de ses enfants, avaient porté les stigmates de ce mariage qui avait conduit à l'Holocauste d'Innsmouth en 1928 et à la destruction d'un si grand nombre des membres des anciennes familles de la ville. Bien que mon oncle eût utilisé des termes simples et familiers, l'horreur se dégageait de chaque ligne, et l'annonce d'un désastre effroyable se cachait derrière chaque phrase et chaque paragraphe de son récit. Car ceux dont il mentionnait le nom étaient liés aux êtres des profondeurs, et comme ces derniers, ils étaient amphibies. Il n'indiquait pas à quelle époque remontait cette caractéristique héréditaire, et il ne précisait pas non plus ses propres rapports avec ces créatures. Le capitaine Obadiah Marsh, et sans doute aussi Cyrus Phillips, et 2 autres membres de l'équipage du Corée qui étaient revenus de Ponap, ne montraient pas les mêmes particularités que leurs femmes et leurs enfants. Personne ne pouvait dire si ce type caractéristique s'était transmis de génération en génération. Que voulait dire Ada Marsh quand elle m'avait lancé « Vous êtes un des nôtres » ou avait-elle fait allusion à un secret plus profond? Je suppose que la répulsion de mon grand-père pour la mer était due à sa connaissance des desseins de mon père. Il avait su, lui, résister victorieusement à ce sombre héritage. Les notes de mon oncle étaient à la fois trop prolixes pour donner un récit précis et trop sommaires pour effacer toute incrédulité. Ce qui me troublait le plus était la répétition des phrases où il qualifiait sa maison de refuge, de point de contact, d'ouverture vers celui qui gisait en dessous. D'autre part, les hypothèses sur le souffle de la maison et du rocher qui la soutenait, si fréquentes dans les premières pages, n'apparaissaient plus par la suite. Ces révélations étaient incroyables et intrigantes, magnifiques et effrayantes. Elles m'emplissaient de crainte et me donnaient en même temps une envie furieuse de les rejeter et un vif désir de les accepter et de les approfondir. Je furetais partout, mais je ne découvris rien de nouveau. Les habitants d'Innsmouth restaient muets à mes questions. Certains d'entre eux me redoutaient. Ils traversaient ostensiblement la rue à mon approche. Dans le quartier italien, les femmes se signaient comme pour se protéger du diable. Personne n'accepta de me donner des renseignements. Et même à la bibliothèque publique, je ne pus obtenir ni livres ni dossiers qui pussent m'être utiles. Le fonctionnaire m'expliqua en effet qu'ils avaient été confisqués puis détruits par des représentants du gouvernement après les explosions de 1928. Je cherchai ailleurs et découvris de sombres secrets à Arkham et à Dunwich. Finalement, c'est dans la grande bibliothèque de l'université miskatonique que je trouvai la source de tous les ouvrages sur ces croyances diaboliques. Le mystérieux Necronomicon de l'arabe Abdul al-Hazred. Je n'obtins l'autorisation de le parcourir qu'en présence du directeur adjoint de la bibliothèque. Je découvris la bague de mon oncle 2 semaines après avoir mis la main sur ces papiers. Elle se trouvait dans la dernière cachette que je pouvais concevoir. Cachette qui était pourtant la plus logique. Un petit colis contenant ses effets personnels, rapporté sans doute par l'entrepreneur des pompes funèbres, et resté enveloppé dans un tiroir du bureau. Cette bague se composait d'un anneau d'argent assez gros et qui portait une énorme pierre, pareille à une perle, sur laquelle était incrusté le sceau de Rliet. Je l'examinai attentivement. Elle n'avait rien d'extraordinaire si ce n'était sa taille. Cependant, quand je la passais machinalement à mon doigt, ce geste
entraîna des conséquences inimaginables. Je finissais à peine de la glisser à mon index que j'eus l'impression d'évoluer dans un monde aux dimensions différentes, comme si la ligne d'horizon s'éloignait indéfiniment. Tous mes sens se trouvèrent décuplés. Je pris tout d'abord conscience d'une légère oscillation de la maison et du rocher, qui s'harmonisait avec le lent mouvement de la mer, comme si la maison et le rocher sur lequel elle était construite s'élevaient et s'abaissaient, suivant le va-et-vient de la mer, tandis que s'entendaient sous la bâtisse elle-même le flux et le reflux de l'eau. Au même moment, et ce fut peut-être la sensation la plus importante, je pris conscience d'un éveil psychique avec cet anneau au doigt. Je découvrais la pression de forces invisibles, d'une puissance invraisemblable, comme si la maison devenait le pôle d'attraction de principes qui dépassait l'imagination. J'avais l'impression d'être un aimant attirant à lui les forces des éléments qui l'entouraient. Et ces forces se ruaient sur moi avec une telle violence que je me sentais comme une petite île au milieu de l'océan, pris dans une tourmente effroyable, tandis qu'un vacarme infernal m'assourdissait, jusqu'au moment où j'entendis presque avec soulagement une voix rauque et horrible, mi-humaine et mi-animale, qui poussait une affreuse lamentation, non pas à côté de moi, ni au-dessus, mais en dessous. J'arrachai l'anneau de mon doigt, et tout disparut immédiatement. La maison et le rocher retrouvèrent leur tranquillité. Les bruits du vent et de la mer qui m'assaillaient de toutes parts s'estompèrent sur le champ. La voix que j'avais entendue s'apaisa et se tut. La perception extrasensorielle m'avait abandonné. Tout semblait attendre mon prochain acte. Ainsi, la bague de mon oncle défunt était un talisman et un anneau de sorcellerie. C'était la clé de sa connaissance et le sésame d'un autre monde. Ce fut avec l'aide de l'anneau que je découvris le passage qu'empruntait mon oncle pour rejoindre la mer. J'avais longuement examiné le chemin qui conduisait à la plage, mais il ne montrait aucune trace d'un usage régulier. Il y avait aussi des sentiers qui suivaient la pente de la falaise. À certains endroits, des marches avaient été creusées dans le rocher, permettant de se rendre directement de la maison à la mer, mais il n'existait aucun emplacement par lequel on eût pu embarquer à bord d'un bateau, et la côte était escarpée. Je me baignai plusieurs fois à cet endroit, en éprouvant un étrange sentiment d'exaltation, tellement j'avais plaisir à me trouver dans l'eau. Mais la côte était parsemée de rochers, et les plages se trouvaient autour des anses, au nord et au sud du promontoire, dont elles étaient assez éloignées, à une trop grande distance pour les atteindre en nageant, sauf pour un excellent nageur, tel que je me découvris à ma grande surprise. J'avais pensé interroger Ada Marsh au sujet de la bague. C'était elle qui m'avait révélé son existence. Mais depuis le jour où je lui avais refusé l'accès aux papiers de mon oncle, elle avait cessé de venir à la maison. À vrai dire, je l'avais aperçue de temps en temps rôdant dans les environs, où j'avais repéré sa voiture garée le long du chemin conduisant à la propriété, et qui m'indiquait qu'elle surveillait toujours le voisinage. Je m'étais rendu une fois à Innsmouth pour lui parler, mais j'avais trouvé sa maison vide, et mes questions à son sujet avaient fait naître l'hostilité des voisins que j'interrogeais, pour m'attirer ensuite des regards lourds et menaçants que j'avais du mal à interpréter, de la part des traînes savates que je rencontrais dans les ruelles qui bordaient la côte. Ce ne fut donc pas grâce à Ada que je découvris le passage utilisé par mon oncle. J'avais glissé l'anneau à mon doigt, et attiré comme toujours par l'océan, décidé de me rendre au bord de l'eau en utilisant l'escalier dans les rochers. Quand, alors que je traversais la pièce centrale, j'éprouvai soudain l'impulsion irrésistible d'interrompre ma marche et de ne pas sortir de la maison, tellement était puissante l'influence de l'anneau. Je cessai de lutter, car je reconnus la manifestation d'une force psychique et demeurai sur place, sachant que j'allais être guidé
Ce qui se produisit, en effet, quand je fus attiré vers une statuette de bois, fixée sur une espèce de piédestal contre le mur de la pièce, œuvre primitive qui représentait un monstrueux hybride de batracien. J'obéis à cette impulsion, m'approchai de la statuette, la saisis, appuyai, puis tirai, et finalement tentai de la tourner vers la droite, puis vers la gauche. Cette dernière tentative fut la bonne. J'entendis un cliquetis de chaînes et le déclenchement d'un mécanisme, tandis que la partie du sol recouverte du tapis portant le seau de reliet se soulevait comme une trappe. Je m'approchai anxieusement de l'ouverture, en proie à une excitation que je ne parvenais plus à maîtriser. Je découvris une espèce de puits, un trou béant dans les ténèbres duquel s'enfonçait un escalier en spirale, dont les marches avaient été taillées dans le rocher sur lequel était bâtie la maison. Conduisait-il à la mer? Je pris dans la bibliothèque un livre d'Alexandre Dumas et le jetai dans le trou. Je guettai le bruit de sa chute. Il vint enfin. Un plouf caractéristique et terriblement lointain. Alors, avec la plus grande précaution, j'entrepris l'interminable descente, respirant l'odeur de la mer. Je ne m'étonnais plus d'avoir trouvé cette odeur si imprégnée dans la maison. Descente au cœur de ténèbres glaciales, jusqu'au moment où je rencontrai de la mousse sur le bas des parois et sur les marches sous mes pieds, avec tout en dessous le clapotis de l'eau sans cesse agitée, le flux et le reflux de l'océan, jusqu'à ce que je parvienne au pied de l'escalier, au bord même de l'eau, au seuil d'une caverne, si vaste qu'elle aurait pu contenir la maison où avait vécu mon oncle Sylvane. Je compris que cette caverne était le passage par lequel mon oncle gagnait l'océan, celui-ci, et pas un autre. J'étais toutefois surpris de n'apercevoir aucune trace de bateau ou d'équipement de plongée. Je ne vis que des empreintes de pas, et à la lueur des allumettes que je grattais, quelque chose d'autre, de longues marques traînantes et des traces humaines, où une monstrueuse entité s'était arrêtée, traces qui me firent penser, tandis que je frissonnais d'horreur et que mes cheveux se dressaient sur ma tête, à quelqu'une de ces monstrueuses statuettes qui décoraient la pièce centrale de la villa et qui avaient dû être rapportées des mystérieuses îles de Polynésie par mon oncle Sylvane ou par l'un de ses ancêtres. Je ne saurais dire combien de temps je restais dans la caverne, car debout au bord de l'eau, l'anneau à mon doigt, je percevais des sons qui provenaient des profondeurs de la mer, des sons qui prouvaient l'existence d'une autre vie et venaient de très loin à l'extérieur, sans doute de l'océan lui-même et d'encore plus profond. Ce qui me fit supposer l'existence d'un passage vers le large, soit immédiatement à mon niveau, par un tunnel submergé, soit en dessous de ce niveau, car la caverne où je me trouvais était limitée, aussi loin que je pouvais voir à la faible lueur de mes allumettes, par une paroi de solides rochers, alors que le mouvement de la surface de l'eau correspondait au mouvement de la mer, ce qui ne pouvait pas être une simple coïncidence. Il existait un passage, et il me fallait le découvrir le plus rapidement possible. Je gravis à nouveau l'escalier, refermai la trappe et me rendis immédiatement en voiture à Boston. Je rentrai tard dans la nuit en rapportant un équipement de plongée et une bouteille d'oxygène, prête à explorer dès le lendemain le fond de la mer. Je ne pris pas la peine d'ôter la bague de mon doigt, et cette nuit-là, je fis de merveilleux rêves. Je voyais des cités inconnues se dresser sur des étoiles lointaines ou dans des régions inexplorées de la Terre, dans l'Antarctique inconnu, dans les montagnes du Tibet ou au fond des mers. Je me promenais entre des habitations d'une étonnante beauté, parmi des êtres de mon espèce, au milieu de créatures différentes, certaines qui me paraissaient des amis, certaines dont le seul aspect m'aurait glacé le sang si je les avais aperçues dans d'autres conditions. Tout en ce monde nocturne était au service des grands anciens dont nous étions les sujets.
Pendant toute la nuit, je rêvais d'autres mondes, d'autres royaumes, de nouvelles et incroyables sensations, et de créatures tentaculaires auxquelles nous obéissions et que nous adorions. Je rêvais sans cesse, et je me réveillais le lendemain matin complètement épuisé. Et cependant, tout ragaillardi, comme si je m'étais dépensé pendant mes rêves tout en emmagasinant des forces incroyables pour les épreuves à venir. J'ignorais que j'étais sur le point de faire une découverte beaucoup plus importante. En fin d'après-midi, je descendis dans la caverne, enfilai ma tenue de plongée, fixai à mes pieds une paire de palmes, attachai la bouteille d'oxygène sur mon dos et gagnai le bord de l'eau en dessous de la maison. Maintenant encore, je trouve difficile de décrire ce qui m'advint, sans provoquer la stupeur et l'incrédulité. Je me glissai dans l'eau, descendis au fond et avançai vers le large par un passage haut, plusieurs fois comme un homme. J'avançai, avançai encore, jusqu'au moment où je parvins au bout du passage et où je me retrouvai soudain sans point d'appui, tombant doucement à travers l'eau opaque jusqu'au fond de la mer, un monde de rochers, de sable et de plantes aquatiques qui ondulaient étrangement dans la faible lumière qui pénétrait jusqu'à cette profondeur. Je pris conscience de la pression de l'eau et me demandai si le poids de mon masque et de ma bouteille d'oxygène me permettrait de remonter à la surface quand le moment en serait venu. Je pensai un instant qu'il serait peut-être prudent de repérer un endroit de la côte où il me serait facile d'aborder. Mais en même temps, je cédai à l'irrésistible impulsion de nager vers le large en m'éloignant de la côte et en me dirigeant vers le sud, au large d'Innsmouth. J'éprouvais le sentiment soudain d'être attiré comme par un aimant, même à l'encontre de mon jugement, car je n'emportais pas une grosse réserve d'oxygène et ma bouteille serait rapidement vide si je m'éloignais trop du rivage. Je le savais, et pourtant je ne pus m'empêcher de nager vers la haute mer. Tout se passait comme si une puissance occulte plus forte que ma volonté m'entraînait toujours plus loin et plus bas. Je vis le fond de la mer s'incliner de plus en plus vers le sud-est de la maison. Je suivis cette direction en progressant d'une manière régulière, sans marquer de temps d'arrêt, bien que je me sentisse gagné par une sourde panique. Il faut que je fasse demi-tour, que je cherche mon chemin pour rentrer. Le retour à la caverne était d'ores et déjà très aléatoire, malgré la poussée de l'eau qui faciliterait ma remontée. Atteindre le pied de l'escalier qui conduisait à la maison, au moment où mon oxygène aurait été épuisé, serait certainement impossible si je ne faisais pas demi-tour immédiatement. Cependant, quelque chose au fond de moi-même m'empêcha d'abandonner. Je poursuivis ma progression, comme si j'obéissais à une force qui me dominait. Je n'avais pas le choix. Il me fallait continuer, alors que mon inquiétude grandissait sans cesse et que j'étais partagé entre ce que je voulais faire et ce que je devais faire, tandis que l'oxygène de ma bouteille diminuait au fur et à mesure que s'égrenaient les secondes. À plusieurs reprises, je m'efforçai de réagir et de nager vigoureusement vers la surface, mais bien que ces tentatives n'eussent présenté aucune difficulté, en effet, je nageais avec une aisance miraculeuse, je me retrouvai aussitôt en direction du fond de l'océan, nageant vigoureusement vers le large. Je m'arrêtai une seule fois et regardai autour de moi, essayant en vain de percer les profondeurs de l'océan. Je crus voir un poisson vert pâle évoluer dans mon sillage. Puis je m'imaginai qu'il s'agissait d'une sirène, car j'aperçus une longue chevelure blonde flotter librement au fil de l'eau. Mais je la perdis aussitôt de vue, cachée par les plantes aquatiques des profondeurs. Je ne pouvais pas me permettre de m'arrêter longtemps. J'étais toujours attiré vers le large, jusqu'au moment où je sus que ma réserve d'oxygène était presque épuisée, tandis que ma respiration devenait de plus en plus difficile. Alors je fis un effort désespéré pour rejoindre la surface et me retrouver
une fois de plus en train de retomber de l'endroit que j'avais essayé d'atteindre, tombant sans fin jusqu'à une crevasse dans le fond de l'océan. Puis, alors que j'allais perdre conscience, je devinais l'approche de quelque chose. Des mains saisissaient mon masque et ma bouteille d'oxygène. Ce n'était pas un poisson que j'avais aperçu, ni une sirène, mais le corps nu d'Ada Marsh, ses cheveux dénoués, flottant librement. Ada, qui nageait avec l'aisance et la facilité des habitants des fonds marins. Les événements qui suivirent cette vision de rêve furent absolument incroyables. Dans ma demi-conscience, je sentis, plus que je ne vis, Ada m'ôter mon masque et me dégager de la bouteille d'oxygène. Elle laissa couler le tout au fond de la mer. Puis, elle se retourna lentement vers moi. Je me retrouvai en train de nager avec Ada, qui m'entraînait de ses doigts forts et capables, non pas vers la surface, mais toujours plus bas, toujours plus au large. Je nageais avec autant de facilité que ma compagne. Comme elle, j'ouvrais et fermais la bouche, comme pour respirer malgré l'eau. Et j'y parvenais. Je me découvrais un don ancestral qui m'ouvrait les vastes étendues sous-marines. Je pouvais respirer comme une créature amphibie sans avoir à remonter à la surface. Ada me guidait et je la suivais. Je nageais vite, mais elle était plus rapide que moi. Je n'avançais plus maladroitement comme je le faisais un peu plus tôt, lorsque j'étais prisonnier de mon équipement de plongée. Plus rien ne comptait que cette extraordinaire propulsion avec les bras et les jambes, fait de toute évidence pour se mouvoir dans l'eau, et cette joie brutale, enivrante, de nager sans la moindre contrainte vers un but que je savais inconsciemment être tout proche. Ada ouvrait la voie et je la suivais, alors que, loin au-dessus de nous, au-delà de l'épaisseur de l'eau, le soleil avait disparu vers l'ouest, le jour avait fini, un dernier éclat de lumière s'était éteint vers le couchant, et la lune brillait faiblement dans le ciel. À ce moment, nous remontâmes vers la surface, le long d'une paroi rocheuse qui délimitait un continent ou une île, je n'aurais su le dire. Nous émergeâmes de l'eau, très loin de la côte, sur un rocher affleurant la surface de l'océan, où il m'était possible d'apercevoir, loin à l'est, le scintillement des lumières d'une ville, un port, sans doute. En le regardant, de l'endroit où Ada et moi-même étions assis dans le clair de lune, avec des bateaux qui interposaient de temps en temps leur ombre entre nous et le port, aussi bien qu'entre nous et l'horizon à l'est, je devinais où nous étions. Nous nous trouvions sur le récif du diable, au large d'Innsmouth, cet îlot sur lequel nos ancêtres avaient côtoyé nos frères des profondeurs avant l'effroyable destruction de 1928. Comment pouviez-vous tout ignorer? Vous auriez pu mourir avec votre équipement qui vous étouffait. Si je n'étais pas entré dans la maison... Je n'avais aucun moyen de savoir. Comment voulez-vous que votre oncle ait pu explorer les profondeurs sous-marines, si ce n'est de cette façon? Elle poursuivait les mêmes recherches que mon oncle, et moi aussi, dorénavant. Découvrir le sceau de Riet, et ensuite celui qui dormait dans les profondeurs, le rêveur à l'appel de qui j'avais répondu, le grand Stouloulou. Il ne se trouvait pas au large d'Innsmouth, Ada en était certaine. Pour me le prouver, elle m'entraîna à nouveau vers le fond. Nous enfonçâmes le long du récif du diable, et Ada me montra les ruines de la colossale structure mégalithique détruite lors du bombardement sous-marin de 1928. L'endroit où, bien des années auparavant, les Marsh et les Phillips avaient entretenu des relations avec les êtres des profondeurs. Nous nageâmes au milieu des vestiges de ce qui avait été autrefois une cité grandiose et où j'aperçus le premier d'entre eux. Sa vision me remplit d'horreur. Il avait l'aspect d'une grenouille qui aurait étrangement rappelé un être humain et nageait avec des mouvements saccadés identiques à ceux d'un batracien. Cette créature nous observa de ses gros yeux globuleux
mais ne se montra pas effrayée. Elle nous avait reconnus comme ses frères de l'extérieur. Nous plongeâmes plus au cœur de la cité, vers le fond même de l'océan. La destruction était pour ainsi dire totale. Bien d'autres endroits identiques avaient ainsi été détruits par des hommes ridiculement effrayés et qui s'efforçaient d'empêcher le retour du grand Stoul. Puis nous remontâmes et nous rentrâmes à la maison où Ada avait laissé ses vêtements. Nous conclûmes une alliance formelle et nous décidâmes de nous rendre à Ponap pour y entreprendre des recherches plus approfondies. Nous partîmes pour Ponap 2 semaines plus tard, à bord d'un bateau que nous avions loué, résolus à accomplir notre mission. Nous n'en parlâmes pas à l'équipage, de peur de passer pour fous et de voir s'enfuir nos marins. Nous étions persuadés de pouvoir mener nos recherches à bien. Nous savions que, quelque part dans les îles inexplorées de Polynésie, nous trouverions ce que nous cherchions, et que l'ayant trouvé, nous aurions la possibilité de rejoindre nos frères de la mer, qui servent nos maîtres, en attendant le jour de leur résurrection, le jour où Stoul, Astur, Loigor et Yog-Sothoth se dresseront à nouveau et vaincront les dieux aînés au cours du combat titanesque qui se produira inévitablement. Nous établîmes notre quartier général à Ponap. Quelquefois nous partions seuls à la nage, d'autres fois nous utilisions le bateau, sans prendre garde à la curiosité de l'équipage. Nous fouillions les fonds voisins. Nous restâmes parfois en mer pendant des jours et des jours. Ma métamorphose fut complète au bout d'un certain temps. Je n'ose écrire comment nous subsistions durant ces longs séjours sous l'eau, ni ce que nous mangions. Il se produisit un jour un accident d'avion et... Mais je préfère passer. Qu'il me suffise de dire que nous survécûmes et que je me surprenais à accomplir des actes qui m'auraient paru bestiaux 1 année plus tôt, et aussi que rien ne comptait plus pour nous, hors notre recherche, que rien ne nous préoccupait, sauf notre subsistance et le but qui miroitait devant nos yeux. Comment pourrais-je décrire ce que nous découvrîmes sans attirer le scepticisme? Les grandes cités du fond de l'océan, et la plus grande d'entre elles, la plus ancienne, celle qui s'élève au large de Ponap, c'était dans cette dernière que les êtres des profondeurs étaient les plus nombreux. Nous y promenâmes à notre guise pendant des jours, parmi les tours et les hauts bâtiments de pierre, les minarets et les dômes de cette cité engloutie, perdue au milieu de la faune aquatique du fond des mers. Nous sympathisâmes avec les êtres des profondeurs, qui avaient l'aspect général d'octopodes, mais qui n'en étaient pas, et qui luttaient contre les requins et d'autres ennemis, comme nous étions obligés de le faire de temps en temps. Ils vivaient uniquement pour servir celui dont on pouvait entendre l'appel, et dont personne ne savait où il attendait, en rêvant, l'heure du retour de sa splendeur. Comment pourrais-je décrire nos incessantes recherches de cité en cité, de bâtiment en bâtiment? Il nous fallait trouver le sceau de Riet, sous lequel il se tenait. Sinon se poursuivrait une ronde sans fin de jours et de nuits, pendant lesquels nous nagions, soutenus par un fol espoir et la proximité du but à atteindre, plus voisin de jour en jour. Nul ne pouvait dire ce que nous réservait chaque nouvelle journée qui s'écoulait. D'autre part, le bateau que nous avions loué se révélait encombrant, car nous étions obligés de quitter Ponap en bateau, avant de l'abandonner, caché près du rivage d'une île, pour nous enfoncer subrepticement dans l'océan, ce qui nous déplaisait fort. En effet, nos marins devenaient de plus en plus curieux, croyant que nous cherchions quelque trésor englouti, trésor dont ils exigeaient leur part. Il était difficile d'éviter leurs questions et leurs soupçons, qui s'aggravaient sans cesse. Nous avons poursuivi nos recherches pendant 3 mois, et avant-hier, nous avons jeté l'ancre près d'une étrange île déserte, loin de tout lieu civilisé. La surface de cette île est complètement nue. Il n'y pousse rien.
Elle semble être le résultat d'un soulèvement de roches basaltiques qui devait autrefois se dresser nettement au-dessus du niveau de la mer, mais a sans doute été rabotée par des bombardements, probablement au cours de la dernière guerre. Nous avons laissé notre bateau, nous avons effectué le tour de l'île, puis nous nous sommes enfoncés dans les flots. Il avait existé, ici aussi, une cité des êtres des profondeurs, mais elle avait, elle aussi, subi des bombardements. Mais bien que cette cité sous l'île Noire eût beaucoup souffert, elle n'était pas totalement en ruine. Et elle s'étendait de tous côtés, en zone intacte. Et là, dans l'un des plus anciens bâtiments monolithiques, nous trouvâmes enfin ce que nous cherchions. Au milieu d'une vaste salle, d'une hauteur de plusieurs étages, nous découvrîmes une immense dalle sur laquelle était gravé le motif que l'on rencontrait un peu partout dans la maison de mon oncle, le sceau de Rallier. En nous tenant sur la dalle, nous pûmes entendre un son qui provenait des profondeurs, le bruit produit par le mouvement d'une énorme créature amorphe, sans repos comme la mer, au sommeil agité de rêve. Nous sûmes que nous avions atteint notre but et que nous pouvions nous mettre pour l'éternité au service de celui qui se redressera un jour, celui qui rêve dans les entrailles terrestres de dominer non seulement la Terre, mais l'univers tout entier, celui qui aura besoin d'être comme Ada et moi pour satisfaire ses volontés jusqu'à l'heure de sa résurrection. À l'heure où j'écris ces lignes, nous sommes toujours devant cette île. J'ai relaté nos aventures au cas où nous ne pourrions pas rejoindre le bateau. Il est tard, et demain nous plongerons à nouveau pour trouver un moyen, si possible, d'ouvrir le seau. Cette immense dalle a-t-elle été placée par les dieux aînés quand ils ont banni le grand Stoullou, et oserons-nous la soulever pour descendre près de celui qui attend en rêvant? Nous sommes prêts, Ada et moi, et bientôt un troisième membre de la famille qui naîtra dans son milieu naturel, à nous mettre au service du grand Stoullou. Car nous avons entendu son appel, nous lui avons répondu, et nous ne sommes pas seuls, il y en a d'autres qui accourent de toutes les régions de la terre, descendant tous d'un croisement d'hommes avec des femmes de la mer. Bientôt les océans nous appartiendront, puis la terre tout entière, et ensuite, et nous connaîtrons la gloire et la puissance pour l'éternité. Extrait du Times de Singapour du 7 novembre 1947. L'équipage du navire, appelé le Rogers Clark, a été remis en liberté aujourd'hui après l'enquête sur la disparition de monsieur et madame Phillips, qui avaient loué le bateau pour se livrer à certaines recherches autour de la Polynésie. Les Phillips ont été aperçus pour la dernière fois près d'une île située approximativement à 47 degrés 53 minutes de latitude sud et 127 degrés 37 minutes de longitude ouest. Ils ont embarqué à bord d'une petite chaloupe et ont contourné l'île pour y prendre pied sur la rive opposée. Ensuite, il semblerait qu'ils aient plongé dans l'océan, car l'équipage affirme avoir aperçu une haute gerbe d'eau près de la rive opposée de l'îlot. Le capitaine du Rogers Clark et son second, qui se trouvaient à ce moment-là sur la passerelle, ont vu leur client soulevé par un immense geyser avant de disparaître dans les flots. Monsieur et madame Phillips n'ont pas reparu, bien que le navire fût resté sur les lieux pendant plusieurs heures. On a retrouvé dans la chaloupe les vêtements de monsieur et madame Phillips, un journal intime rédigé par monsieur Phillips, mais relatant des faits manifestement imaginaires, a été découvert dans sa cabine et remis à la police de Singapour par le capitaine Morton.
On n'a retrouvé aucune trace des disparus.